profite de cette occasion pour saluer votre collègue qui est en fait un de mes compatriotes. Et donc, les réflexions que je vais partager avec vous découlent en fait d'une expérience concrète de travail commencé dans le cadre du nouveau sommet France-Afrique qui, comme vous le savez, a eu lieu l'an dernier au mois d'octobre. Au cours de la préparation de ce sommet, j'ai eu la chance de prendre part à près de 65 débats tenus dans 12 pays africains, débats qui ont mobilisé quelques milliers de personnes âgées, je dirais, de 18 à 35, 40 ans. Et le thème de ces débats, c'était la refondation des relations entre la France et l'Afrique. Et en très grande partie, le rôle de la société civile ou des sociétés civiles africaines dans ce travail si vous voulez, de remise en relation de l'Afrique et de la France, par-delà elle, de l'Afrique et de l'Europe. Et donc, les réflexions que je m'en vais partager naissent de cette expérience. Elles naissent de cette expérience qui, en tout cas, moi, m'a permis disons, de me rendre compte, premièrement, du fait que de très nombreuses initiatives étaient en cours sur le terrain qui engageaient effectivement des organisations de la société civile, mais pas seulement, initiatives visant, je dirais, à repositionner et la France et l'Europe sur le continent. Le continent pris comme un tout, le continent comme acteur géopolitique potentiel, c'est-à-dire comme un acteur potentiel sur la scène du monde. Et donc, le fait qu'un grand nombre d'expérimentations est court sur le terrain suggère que nous ne partons pas de rien et que s'il nous faut bâtir quelque chose de nouveau, il faudra le faire à partir de ce qui se fait déjà, de ce qui peut être considéré comme une réussite, en tout cas d'une évaluation tout à fait systématique de ce qui est en cours. Ceci dit, la deuxième observation que je fais sur la base de l'expérience de l'année dernière, c'est qu'il reste tout de même un travail colossal à accomplir. Un travail colossal qui ne peut avoir lieu que si, au fond, sociétés civiles africaines et européennes, si ensemble, nous nous engageons à faire advenir une nouvelle perception du réel. Si nous nous engageons, disons, à faire advenir ce que l'on pourrait appeler une mutation des imaginaires. Pourquoi? Parce que, à mon avis, on ne changera pas de logiciel, et il faut changer de logiciel. On ne changera pas de logiciel et donc de paradigme si on ne modifie pas les schémas mentaux, aussi bien au sein de la technostructure, au sein de l'appareil diplomatique, qu'au sein de la société civile, au sein de la population et au sein des jeunes générations en particulier. On n'y arrivera pas si on ne trouve pas le moyen de déclencher par une nouvelle génération d'outils et un langage approprié
des prises de conscience, une envie de se réinventer. Bref, si on n'organise pas de façon consciente, méthodique et coordonnée le réarmement intellectuel. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a 5 chantiers prioritaires qu'il nous faudrait attaquer. En premier lieu, je crois qu'il est urgent de reconstruire l'outil diplomatique. L'outil diplomatique européen, l'outil diplomatique français pour le cas d'espèce. Il faut reconstruire cet outil et lui assigner des tâches neuves au sein d'un paradigme nouveau. À cet égard, il me semble que le principal choix stratégique consisterait à se démarquer visiblement de la diplomatie d'influence, c'est-à-dire cette espèce de diplomatie qui ne jure qu'en termes de conquête des parts de marché, de projection de la puissance militaire. Il faut se démarquer il faut sortir de ce paradigme. Pourquoi? Parce que, à tort ou à raison, cette diplomatie d'influence est perçue en Afrique comme un jeu à somme nulle. Un jeu dans lequel les gagnants et les perdants non seulement sont connus d'avance, mais en fait sont toujours les mêmes. Alors, ceci ne veut pas dire qu'il faut nier que l'Europe ait des intérêts sur le continent. Il s'agit de comprendre que aussi bien ses intérêts que l'influence dont l'Europe se prévaut, que tout cela sera mieux sauvegardé si, au fond, au code de la symétrie, on substitue une approche que je qualifierais de mutualiste, une approche qui permet d'objectiver les gains dans les deux sens, que ce soit sur le plan culturel, scientifique, économique, technologique ou militaire. Et il me semble qu'une manière de donner corps à cette diplomatie de la mutualisation et à l'engagement pour un monde en commun qu'elle implique, c'est de partir des grands défis planétaires. Et donc, vous comprenez, je suis en train de plaider pour une convergence entre les sociétés civiles africaines et les sociétés civiles européennes sur la base, justement, d'un engagement autour d'un certain nombre de causes qui dépassent nos États pris isolément, nos régions et nos continents pris isolément, des défis qui sont justement d'ordre planétaire. Et donc, aussi bien dans le discours que dans la pratique, une telle diplomatie des croisements ne serait pas menée uniquement par les États. En fait, une telle diplomatie des croisements serait justement la vocation, si vous voulez, première de nos sociétés civiles, des organisations de nos sociétés civiles. Et une telle diplomatie des croisements devrait accorder la priorité, comme je le disais tout à l'heure, à la co-construction patiente de solutions concrètes aux enjeux globaux, tout en veillant, bien évidemment, à l'égalité des positions de chacun. Tel devrait être le cas, notamment, dans tout ce qui touche, disons, au climat,
aux forêts et aux océans, à la protection de la biodiversité, au système de santé mondiale, à la sécurité alimentaire, au numérique, à la gouvernance des institutions financières internationales, ou alors tout ce qui touche aux réponses actuelles et futures aux pandémies, au régime, transformation du régime international des mobilités, ou en tout cas la coopération en matière de vaccins. Donc, il y a là tout un champ possible d'action qui exige, à mon sens, pour que l'on réussisse, un changement de paradigme, une sortie du paradigme de la diplomatie de l'influence ou de la conquête des parts de marché. Donc voilà le premier point. Ensuite, au-delà de la reconstruction de l'outil diplomatique, de la sortie du paradigme de l'influence et de la projection de la puissance, un second chantier concerne la paix, la sécurité et la stabilité. Je pense personnellement que, aussi importante soit-elle, la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique en particulier ne peut pas constituer le tout de la sécurité sur le continent. La sécurité sur le continent ne peut pas non plus être envisagée sous le prisme des seuls intérêts européens, à commencer par la protection des frontières extérieures de l'Union et la priorité accordée à la lutte contre les migrations dites illégales. Du reste, je pense que la protection efficace des frontières européennes passe paradoxalement par la garantie et l'extension du droit à la mobilité et à la circulation des Africains à l'intérieur du continent. Passe par la défrontiérisation du continent, si vous voulez. Sa débalkanisation. Et donc, par ailleurs, tout indique désormais que la stabilité s'obtiendra non par des interventions militaires à répétition et le soutien à des tyrans invétérés, mais par l'approfondissement de la démocratie, le souci renouvelé du vivant et ses éventuelles traductions juridiques dans le contexte africain. Vous le comprenez, je suis en train de poser là la question très directement du sens et des finalités de la présence militaire européenne en Afrique. Si on prend le Sahel, par exemple, ou l'Afrique de l'Ouest de manière générale, je pense qu'il ne s'agit pas seulement de réorganiser et d'adapter cette présence militaire. Je crois qu'avec les États et les institutions panafricaines, le moment est venu de s'interroger radicalement sur le bien fondé de cette présence, puisque c'est sa légitimité qui est désormais remise en cause par les nouvelles générations. Et de ce point de vue, il me semble que la stratégie des verrous ne suffira pas du tout. Quitter le Mali pour s'installer au Niger ou au Burkina Faso, sans un examen approfondi des raisons de l'échec malien, revient à appliquer, à mon avis, un cautère sur une jambe de bois. Et donc, il me semble que de concert, les sociétés civiles africaines et européennes devraient conduire une réflexion de fond sur la difficile cohabitation en Afrique
des deux formes de la raison. D'un côté, la raison militaire et de l'autre, la raison civile. Parce que les deux cohabitent difficilement sur le continent. Et en fait, sur le long terme, la stabilité du continent passera non pas par la multiplication des interventions armées, fussent-elles légitimes, mais par une démilitarisation relative de tous les domaines de la vie politique, économique et sociale. Et donc, un deuxième élément de convergence possible entre les organisations de nos sociétés civiles respectives porte justement sur cette question de la démilitarisation. Pour le reste, on n'assurera ni la sécurité ni la stabilité des pays africains en dépit d'eux. On ne le fera pas davantage si on ne s'attaque pas à bras-le-corps aux mouvements en profondeur qui nourrissent les forces d'entropie et qui encouragent les ruptures violentes. Donc voilà pour le deuxième chantier. J'en avais 5. Yannick me dit que mon temps, il est terminé. Je vais partager avec vous de manière télégraphique les 3 chantiers restants. Le troisième est naturellement celui du développement, qui concerne beaucoup d'entre nous. Le 4e, mais en réalité il devrait venir en premier lieu, c'est le soutien à l'innovation pour la démocratie et l'état de droit en Afrique. Et le 5e, c'est la nécessité de remobiliser les mondes de la recherche et des arts. Cette remobilisation, elle est cruciale parce que sans connaissance neuve, la probabilité d'emprunter des chemins qui ne mènent nulle part, elle est très haute. Et au fond, sans renouvellement du stock de connaissances que nous avons sur l'Afrique, la coopération, nous, disons, sera de courte durée. Mais rien de tout ce que je viens de dire ne sera possible sans desserrement des freins à la mobilité, sans des convergences neuves entre les sociétés civiles africaines et européennes, et sans une véritable politique des minorités en Europe. Parce que la politique africaine de l'Europe est désormais inséparable de la politique des minorités africaines en Europe. Et tant que ces minorités demeurent invisibilisées, mal représentées, absentes dans les grands lieux de décision et sur les scènes qui comptent, il est probable que tous nos efforts seront constamment exposés à de brutales et périodiques remises en cause. Je vous remercie voilà, si beaucoup. vous voulez, en 15-18 minutes, quelques éléments, quelques leçons apprises de mon expérience l'année dernière que je voulais partager avec vous, et je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Monsieur Membe. Merci.